Donc là aussi, si j'entends bien ce que tu as dit, le livre de Marc Aurèle, Pensée pour toi, c'est pas forcément un livre que tu recommanderais. Bah, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir, Bonjour Maillot. salut Daoro. On refait un club de lecture. Avant de lire, on va boire un petit pot de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Je bois un Anji Bai Sha, Un nom que j'ai jamais entendu, c'est quoi? un thé vert chinois de la région de Zhejiang. C'est écrit Zhejhang. Alors, j'ai pas beaucoup d'idées de comment prononcer ça correctement. Des fois, il est apparemment connu sous le nom de thé blanc d'Anji, parce que la couleur des feuilles rappellerait la jade blanche. Clairement, la liqueur est plus thé vert que thé blanc. La manière de préparer les feuilles aussi? On est vraiment sur des bourgeons qui sont assez fins, qui sont pas énormément manufacturés. On est encore vraiment sur des bourgeons, des feuilles entières et presque en tige. Il est très agréable, c'est un thé vert plutôt fin et assez floral, assez intéressant je trouve. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Un oolong de Taïwan, le Shanling Chi. Je crois que XI, ça se dit Chi, il me semble. Qui est cultivé à très haute altitude, très floral, très complexe aussi un petit peu dans ses goûts. J'aime bien les oolongs, mais je pense que celui-là, il vient se classer facile dans mes préférés en fait. D'accord. C'est un oolong plutôt vert ou Alors un peu plus thé vert, j'ai l'impression. les oolongs verts, on va plutôt être sur des notes plus légères, alors que les très oxydés, on va plutôt être sur des notes plus bois ou presque des fois braise quand ils vont être rôtis. Non, alors là, pas du tout sur bois braise, c'est effectivement plutôt des trucs florales légers. Hmm. Semble-t-il qu'il soit très peu fermenté, donc on est plutôt sur effectivement un oolong en guillemets vert là. Les oolongs de Taïwan, ça fait aussi partie souvent de mes préférés. Aujourd'hui, on refait un book club. On a lu ce que je considère être un sacré morceau, c'était pas forcément évident. J'avais envie de faire un épisode sur quelque chose en rapport avec le stoïcisme parce que ça m'intéressait. Ça me donnait une excuse pour aller me pencher sur le sujet parce que je ne connaissais rien de tout ça à part le nom. Je t'ai posé des questions par rapport à ça et tu m'as parlé d'un livre que du coup on a lu. C'est Penser pour soi de Marc Aurèle, censé être de Marc Aurèle, parce que apparemment, historiquement, le lien serait quand même assez ténu. Mais comme les premières traductions l'ont assigné à lui, maintenant il est un peu toujours publié sous son nom. Je crois qu'on est quand même assez sûr qu'il y a certains bouts qui sont de lui. Est-ce que tout le texte est de lui ou pas? Et ça, c'est vraiment pas clair du tout. Mais Marc Aurèle, c'est qui Marc Aurèle? On parle bien de l'empereur romain du deuxième siècle, je dis pas de bêtises, puisque c'est 170, 180, quelque chose comme ça. Il aurait écrit 12 livres, chaque livre étant constitué de plusieurs notes pour lui-même, un espèce de journal en fait, de ses propres réflexions sur sa vie, sur le stoïcisme justement, mais dans l'édition qu'on a lue, en tout cas, la préface était, j'ai trouvé assez intéressante. L'autrice essayait vraiment de retrouver est-ce que ce livre est déjà vraiment de Marc Aurèle et est-ce qu'il parle vraiment de stoïcisme. Mm. D'après elle, le lien avec Marc Aurèle est quand même assez ténu et en plus, apparemment, ça parle pas tant que ça de stoïcisme. Il y a un côté stoïque, on va dire, mais elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout adressées, qu'il y a même des choses qui sont adressées de manière étonnante. Tous les liens avec la cosmologie, enfin ce type de choses, où souvent il parle du cosmos et puis de la hiérarchie des choses. Apparemment, c'est quelque chose qui est pas forcément très présent dans les autres écrits stoïques. Donc c'est un livre qui, moi, m'a toujours été présenté comme étant justement la référence un peu stoïque. C'est pour ça que quand tu as parlé de stoïcisme, c'est un peu ce qui m'est venu en tête. Mais apparemment, les dernières recherches sur le sujet ont l'air de pas être tout à fait d'accord. Bon, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra qu'on aille lire Sénèque si on veut vraiment un vrai truc stoïque ou... J'ai repensé à Sénèque, oui, dans la lecture du livre, en fait, et je pense que ça aurait été un meilleur choix, finalement. Si on décide un jour de se replonger là-dedans, on saura vers quoi se diriger. Comme il a quand même
presque 2000 ans. Évidemment, il est trouvable sur le domaine public. Ouais. La petite difficulté, c'est les différentes traductions qu'il peut y avoir au fil du temps. Et le fait qu'il y ait des commentaires ou pas qui soient associés au livre. Nous, finalement, on s'est plongé dans la lecture d'une version parue en français chez Flammarion, mais qui est une traduction quand même récente, qui a été revue en... L'impression, c'est 2018 apparemment. Puis il y a un petit commentaire au début, par contre, il n'y a pas vraiment de commentaire du texte en dehors des commentaires de traduction. J'ai vraiment largement préféré le lire sur le papier, j'avais commencé à le lire en numérique, mais c'est tellement dense quand même de pouvoir la noter avec un marqueur, de pouvoir écrire un petit peu dedans. Moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ma première tentative de lecture. Déjà, le fait que ce soit une traduction de potentiellement plusieurs traductions avant, comme tous les textes antiques, de toute manière, on peut jamais être vraiment sûr que le premier manuscrit qu'on a trouvé, c'était le vrai manuscrit. Et puis, il y a le simple fait que c'est des tournures de phrases qui sont des fois assez compliquées, avec des phrases des fois qui font une demi-page pour les textes les plus longs. Il faut s'accrocher pour suivre et remettre un peu les mots dans l'ordre dans certaines fois. Entre la manière de penser qui est quand même différente il y a 2000 ans, la manière de s'exprimer aussi, le fait que ce soit des notes et la traduction, pas évident. En plus, moi, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de texte-là, que ce soit des textes philosophiques ou des textes anciens. Il y a certaines phrases ou paragraphes que j'ai relus plusieurs fois, et il y en a d'autres même, j'ai lu et je les ai vraiment pris content comme ok, qu'est-ce que j'en retire? Ben, je ne sais pas, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses que je retire ailleurs dans le livre et ça marche. Tu vois. Et toi, comment t'as pris ça? En soi, c'est pas un livre dans le sens où, comme on a dit, c'est le journal d'une personne, donc évidemment, c'est extrêmement décousu. Il n'y a pas de fil directeur, il y a énormément de répétitions. Lui travaille certains concepts et il veut s'en rappeler régulièrement, donc il les écrit régulièrement pour les appliquer sans souvenir. Je déconseillerais une lecture d'une traite. Dans le but d'avancer la lecture pour cet épisode, j'ai clairement une fois passé 2 heures dessus. Bon, j'avais la tête en compote après. Chaque livre n'est pas énorme. En tout, les 12 livres, ça fait 250 pages là, dans cette traduction. Au format poche en plus. Donc c'est pas énorme à lire en soi, mais c'est plus le genre de livre qu'il faudrait lire 2-3 chapitres. Je mets des guillemets dans les airs à chapitre parce que des fois un chapitre ça fait une phrase de 15 mots. C'est plus quelque chose à prendre régulièrement, lire 1 ou 2 chapitres par jour ou tous les 2 jours et puis se reposer un peu là-dessus. Je comprends qu'ils soient encore conseillés comme livre par beaucoup de gens. Plus la partie où il réfléchit sur ses propres réactions dans la vie courante. Il y a beaucoup de réflexions qui sont sur certains fondamentaux du stoïcisme, qui sont le fait que tu dois contrôler seulement ce que tu peux contrôler, évidemment, et puis comprendre qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Et toutes ces choses que tu ne peux pas contrôler, c'est pas nécessaire qu'elles t'influent. Donc si quelqu'un te parle mal, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler et toi de ton côté, ça sert à rien de t'énerver en fait. Donc il y a énormément de réflexions sur ces choses-là. C'est des choses qui je pense sont intéressantes quand on n'a pas forcément réfléchi à ces sujets. J'ai vu énormément de points communs avec beaucoup d'écrits autour du bouddhisme, du zen ou ce type de choses parce que c'est exactement la même fondation qui est que tes pensées ou les choses extérieures, tu peux pas les contrôler et ça sert vraiment à rien de t'emporter quand ces choses te choquent d'une certaine manière. Vu que tu as dit tout ça, je vais juste intervenir un peu là dans ce que tu racontes pour poser 2 questions en fait. J'entends beaucoup des gens dire que le texte, malgré le fait qu'il ait 2000 ans, il résonne encore comme très contemporain. Et puis la deuxième, moi ça m'a aussi marqué les similitudes avec le zen. Alors commençons par le premier, est-ce que tu trouves aussi ou pas que c'est contemporain ce texte qui résonne de manière très contemporaine? Qu'est-ce que tu en penses toi après ta lecture? Je pense qu'il y a une bonne moitié qui est complètement valide encore. Je dis une moitié, c'est un peu au pif parce que j'ai pas compté chaque fois que j'ai trouvé quelque chose de valide, mais il y a beaucoup de choses qui sont très intégrées dans les pensées de l'époque avec les hiérarchies sociales, ce genre de choses où d'un côté, il dit il faut que la cité serve le citoyen, etc., etc. Mais de l'autre, Rome, c'était quand même une période où il y avait de l'esclavage, où les femmes n'avaient pas vraiment le droit de sortir de chez elles sans leur mari. Donc c'était très loin d'être une société égalitaire.
Et il y a un peu ce paradoxe régulièrement où il dit que les hommes sont égaux, mais uniquement les hommes supérieurs, parce que les êtres inférieurs sont là pour servir les êtres supérieurs, etc. Ça a effectivement, entre guillemets, mal vieilli. Ouais, ça s'est complètement intégré dans la pensée de l'époque, quoi. Mais à l'inverse, il y a des trucs qui sont d'une actualité incroyable quand même. C'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a à peu près, au doigt mouillé, 50% du livre qui est encore actuel, quoi. Ouais. Mais ouais, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut se souvenir du contexte, quoi. Puis, par rapport au zen, ça m'a vraiment frappé ces similitudes de Ouais, il y a ce détachement qui revient régulièrement. Il en parle, comme quoi, les émotions, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous influencer. Il faut, essayer de se détacher de ça pour, avoir une attitude raisonnée sur ses réactions et pas se laisser, déborder par ses émotions. Mais que c'est aussi une histoire de perception. C'est-à-dire que si on est blessé, lui il en parle un petit peu comme ça en fait, si on se laisse blesser par des actions d'autres personnes ou juste, la fatalité de ce qui peut se passer dans une vie, ouais, en fait, c'est aussi principalement dû à notre jugement sur ce qui est en train de se passer, alors que l'action elle-même ou la situation elle-même, elle est neutre en fait, elle est ni négative ni, positive. C'est notre jugement en fait qui lui donne cette couleur-là, le fait qu'on le ouais. perçoive bien ou mal. Et ça, c'est très, zen aussi en fait, de dire que non, rien n'est, ni bon ni mauvais, c'est juste la manière dont on y réagit. Justement, je me demandais si toi, tu avais fait un lien avec ça. C'est vraiment complètement ce que je vois, ouais. Et toi? Au final, un peu toutes ces philosophies, quand je dis ça, je pense au bouddhisme de manière générale, sûrement une partie de l'hindouisme aussi, donc le stoïcisme. Il y a une fondation qui est un peu la même et je dirais qu'il y a même aussi une fondation qui est très commune avec la psychologie moderne, Mmh. qui est que tu dois pas croire tes pensées et tu dois accepter qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu as pas de contrôle. Tout ce que tu peux contrôler vraiment, c'est ta réaction, donc c'est la seule chose que tu dois travailler, quoi. Essayer de faire un pas de côté, un peu cette, auto-introspection en fait. Mmh. De regarder ce qu'on pense et de la manière dont on réagit en essayant de se placer d'un point de vue extérieur et de réaliser: «OK, ouais, je suis en train de réagir comme ça, peut-être que c'est pas la bonne, réaction parce que je suis en train de me faire avoir par moi-même». Cette notion, qui est pour le coup, extrêmement, contemporaine quoi, d'essayer de, pose 2 secondes, regarde-toi toi-même et essaye de faire attention à ça quoi. Dans le zen et le bouddhisme, ils en parlent souvent comme devenir, ben, observateur de ses pensées. C'est complètement ça, c'est réaliser qu'on est, pour une raison pas très claire encore d'un point de vue scientifique, on est capable de nous-mêmes voir la manière dont on pense et d'une certaine manière de se séparer de son cerveau, de ses pensées. À partir du moment où on fait ça, c'est le moment où on réalise que souvent on se laisse complètement emporter et que en fait on est, je généralise énormément, mais qu'on est quasiment jamais maître de soi-même. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve assez communément dans beaucoup de ces anciennes philosophies, en fait. Et maintenant que, en tout cas, je sais pas depuis combien de temps exactement, mais que la psychologie moderne a aussi dit si, si, c'est complètement valide et que, je vais pas dire c'est la solution à tous nos maux, mais beaucoup. Un autre, parallèle là, il parle de méditation sans parler de méditation au sens, zen du terme. Mm. Dans le livre 7, la note 59, elle dit: «Fais ton examen intérieur, c'est à l'intérieur qu'est la source du bien toujours capable de jaillir à condition qu'on creuse toujours». C'est une manière de décrire de la méditation. Assieds-toi, plonge-toi dans tes pensées et réfléchis, à ça, voilà. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu similaire, peut-être pas dans l'idée de se détacher des pensées comme, le ferait le zen, mais en tout cas de se laisser un temps avec soi-même, et ça aussi j'ai trouvé assez frappant, Comme c'est un journal et que c'est les propres réflexions, à certains moments, il y a un peu des exercices philosophiques, enfin, dans le sens où on voit ce qu'il essaye de travailler. Donc, il dit, bah, par exemple, dans ce type de situation, rappelle-toi de ne pas réagir comme ça, etc. On est loin d'un étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a encore d'autres thèmes qui t'auraient marqué dans le bouquin? On a retrouvé énormément de thèmes bouddhistes où aussi régulièrement il parle du cycle vie-mort, du fait que la mort est intégrée dans la vie, ce type de choses. Ouais, voilà, moi c'est là-dessus que je voulais aussi un peu aller, par exemple. Son rapport à la mort où il en parle en fait, beaucoup. C'est vraiment le côté bah, memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir.
lors des parades d'un empereur prononcées par une personne qui était juste derrière l'empereur pour dire: «T'es en train de faire la parade, tout le monde te glorifie, c'est super, mais oublie pas, tu mortel quand même, quoi». J'avais aussi entendu ça, ouais. Donc ça tourne vraiment beaucoup autour de ce sujet principalement. Il y a quasiment un livre complet où chaque chapitre, il parle de la mort, je crois. Ça fait partie des thèmes communs, qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme. Alors pas souvent dans une première approche, on va dire, mais il y a des pratiques dédiées à la mort dans le bouddhisme où on va spécifiquement méditer sur le fait que, bah, on peut tomber malade, qu'on va mourir un jour, méditer sur la mort de ses proches ou ce type de choses. Où le but est là, vraiment d'intégrer cette notion et puis d'intégrer le fait qu'on ne sait pas combien de temps on va être là et qu'il vaut mieux, pas se prendre la tête, Un truc qui revient souvent dans le livre de Marc Aurèle là, ce côté d'impermanence. Souvent, il écrit des choses, «Qui se souvient encore de?» et bon, il donne des noms et effectivement, 2000 ans plus tard, on ne sait pas qui c'est. ouais. Et il dit aussi, des choses comme, bon, quelqu'un qui t'a fait du mal, voilà, sur lequel, tu attaches beaucoup d'importance, nin nin, n'oublie pas que, ben, oui, il va disparaître et revenir à la nature, comme tout le monde et qu'en fait, ça a pas vraiment d'importance, tout le monde aura oublié ça dans pas longtemps. Y compris les, grands penseurs, ou les personnes importantes de l'époque, personne s'en souvient trop, l'exercice de détachement en disant, qu'est-ce qui va vraiment marquer l'histoire, de l'univers, pendant très longtemps? Bah, finalement, pas grand-chose, quoi. Ça me fait penser à la vidéo de Kurzgesagt, je sais pas si tu l'avais vue, Optimistic Nihilism, je crois? Il me semble que tu l'avais déjà cité une autre fois dans un épisode. Ah, c'est possible, ouais. J'avais dû dire pareil que maintenant, c'est-à-dire, je suis sûr que je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. Kurzgesagt, c'est un canal de vidéos sur YouTube qui font de la vulgarisation scientifique. Quand on pousse la physique, le plus loin possible, on retrouve des thèmes communs avec le bouddhisme, et cetera, parce que, ben, on réalise, la taille de l'univers, l'impermanence des choses, et cetera. Et ils ont cette vidéo qui traite de ce sujet sur le fait qu'il faut réaliser que, comparé à la durée de vie de l'univers, on est là pour un très faible instant et ils développent une philosophie autour de ça qu'ils appellent le nihilisme optimiste. Elle est assez intéressante à regarder parce que ça va être une approche un peu plus moderne de ces sujets qui va être dénuée de toutes les parties un peu mystiques qu'il peut y avoir. Bah, dans le cas de Penser pour soi et Marc Aurèle, il y a quand même toute l'influence des dieux de l'époque. Ouais. Dans le cas du bouddhisme, selon les textes, il peut y avoir toute une partie mystique avec la réincarnation, etc. Même si, de nouveau, c'est pas clair est-ce que le Bouddha a vraiment parlé de ça ou pas. L'avantage de cette vidéo, c'est que voilà, elle prend un point de vue scientifique moderne et donc toute cette partie mystique est retirée. Assez proche de cette impermanence du fait que, les choses ne restent pas si longtemps et aussi sur ce détachement, on n'a pas forcément d'influence sur tout ce qui nous arrive. J'ai noté la note 36 du livre 8. Ça parle un peu du poids du passé et de la crainte du futur, mais du coup de rester dans l'instant présent. Petite citation tronquée, c'est pas toute la note. Il y a 2 passages que je trouve pas mal. Donc livre 8, note 36. Ne te laisse pas bouleverser par toutes les peines passées et futures. Veille à ce que ce soit ni le passé ni le futur qui te pèse, mais toujours le présent. Parce que ce présent, il se réduit à presque rien si on considère que le présent. Il ne faut pas se reprocher d'être incapable d'affronter aussi peu de choses par rapport à tout le futur qui pourrait arriver. On n'a pas de contrôle dessus, puis on ne sait pas ce que c'est, donc il n'y aura pas de raison de le craindre. Pareil pour le passé, de toute façon, ce sera oublié. Et voilà, donc le seul truc qui compte, ça reste ce petit instant de présent, quoi. Il touche un peu à ces différents thèmes aussi dans d'autres notes avant. Il y a des sujets qui reviennent plusieurs fois sous différentes formes. Ce que j'ai trouvé pour le coup assez chouette, parce que tu peux peut-être laisser tomber un truc à un endroit parce qu'il n'y a pas prêté attention, ou c'est la répétition que tout d'un coup tu te rends compte que ah tiens ça c'est peut-être important. Puis la manière de reformuler des fois tu fais ah mais en fait dans cette note là il synthétise plusieurs autres notes peut-être. La reformulation régulière est assez intéressante. C'est un peu la sensation qu'on a, je trouve, quand on avance dans les livres, que les notes deviennent plus, je dirais pas forcément claires, mais plus nettes. Dans certains cas, une espèce de synthétisation de plusieurs concepts en un seul bloc. Et du coup par rapport à ce passé, présent, futur, Des concepts qu'on retrouve un peu dans d'autres philosophies et qui sont ce rappel constant de dire ben, le passé n'existe plus et puis le futur n'existe pas. On n'a que cet instant. Cet instant, il est très rapide. C'est un instant. Et ça rentre vraiment dans cette idée que
Par exemple, pour les bouddhistes, tous les problèmes avec tes pensées, c'est soit des choses du passé, soit les choses du futur. L'anxiété, ben, c'est parce que tu penses au futur. Le regret, c'est parce que tu penses au passé. Et alors que si tu pensais vraiment que au présent, t'éliminerais toutes ces pensées négatives au final, qui pèsent. Parce que de nouveau, le bien, le mal, c'est, d'après les stoïques et le bouddhisme, c'est subjectif et c'est un jugement qu'on applique. Très commun avec d'autres philosophies. Ouais. Mm. C'est ça que je trouve assez fou, quoi. C'est point commun avec ces autres philosophies qui sont distantes géographiquement et temporellement aussi. Là, moi, j'ai cité un ou deux passages qui, du coup, m'avaient un petit peu marqué. Mais toi, est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais notées un peu J'avais pris un peu des notes dans les premiers livres. Il parle d'user une langue impeccable sans pour autant faire reproche aux auteurs de barbarisme. Ça m'a rappelé que quand on faisait des cafés vie privée et que tout le monde parlait de digital au lieu de numérique, de cryptage au lieu de chiffrement, je faisais en tout cas partie des gens qui n'allaient pas dire ah non c'est faux, quelque chose comme ça, mais qui dans la réponse allaient utiliser le mot correct en fait. Donc si quelqu'un me pose une question de cryptage, j'allais utiliser ensuite pour le chiffrement ce que ça veut dire, blablabla. J'ai trouvé intéressant qu'il y ait ce type de réflexion, un côté éducateur presque. Ouais. De même, dans le premier livre, il parle aussi de ne pas dire trop souvent ou sans nécessité à quelqu'un, ni écrire dans mes lettres j'ai trop à faire. Ça aussi, c'est quelque chose que maintenant on retrouve. Il y a plein de gens qui disent il faut pas dire j'ai trop à faire ou bien j'ai pas le temps, parce que tout le monde a le même temps. Mhm. J'ai pas le temps, c'est pas ça, c'est pas une priorité et c'est pas du tout la même notion. Ça, c'est des petites réflexions peut-être qui sont assez actionnables. Je pense qu'il y en a aussi un peu plus tard dans ce style, mais je les ai pas ressortis dans mon carnet, donc Une toute simple que j'avais notée parce qu'il se trouve que je parcourais mes post-it pour voir si j'en avais là. Livre 10, note 16, il y a c'est l'intégralité de la note. Arrête de discuter sur ce que doit être un homme de bien, sois un homme de bien. Pas mal aussi ça comme petite maxime utile. C'est très bien de parler, mais en fait, les actes, ça parlera plus que des paroles. il y a une autre note un peu dans ce lien avant où il dit quelque chose de l'ordre de arrête de philosopher, fais-le. Et autour du livre 10, je crois qu'il y en a une aussi dans le coin où c'est quelque chose de similaire, où il dit qu'il supporte pas les gens qui disent je vais être franc, parce qu'il dit c'est pas quelque chose qu'il faut dire, c'est il faut être franc. Il faut que quand on te voit, on réalise que tu es franc et que tu dis la vérité, etc. Et il y a un bon paradoxe de mais attends, là, si tu es en train de me dire que tu es franc, toutes les fois où tu le dis pas, ça veut dire que tu pas franc? C'est ça. Il y a plein de petites notes comme ça qui sont assez. La première réaction, c'est, j'ai envie de dire, qui sont un peu bêtes ou basiques, mais c'est des choses qui modifient la manière dont on pense. Mmh. C'est des choses qu'on sait avec les neurosciences, c'est que quand on répète quelque chose, on renforce un circuit neural spécifique. Mmh. C'est comme ça qu'on crée des habitudes, c'est comme ça qu'on a des mauvaises habitudes. À force de les répéter, ça devient automatique. La manière de penser, les mots qu'on se dit soit à soi-même, soit aux autres, ils ont aussi cet impact sur comment est-ce qu'on va réagir à certaines actions, comment on va réagir à l'extérieur et comment on va réagir avec soi-même. Et ce genre de petites choses, ça paraît anodin, trivial presque, mais je pense que c'est des choses qui créent une réflexion différente, qui change la manière dont on réfléchit globalement. La manière dont on pense, notre dialogue intérieur, en réaction à quelque chose, ça va influencer la manière dont on perçoit ça, puis comment on y réagit. Un exemple tout bête, si quelqu'un fait quelque chose de peut-être un petit peu faux sur le moment, on peut percevoir ça comme: «Non, c'est vraiment une erreur, c'est pas bien, ça va pas» et on l'approche comme ça de manière, très négative, alors que peut-être qu'on peut dire: «OK, la personne a fait peut-être du mieux qu'elle a pu, il y a un potentiel d'amélioration», mais du coup, on voit tout ça sur un autre prisme et notre réaction, elle sera peut-être meilleure. Des fois, c'est des situations où aussi on s'invente complètement quelque chose. Quand on a tendance à prendre des remarques de manière négative constamment, par exemple, on va en fait s'inventer que la personne nous attaque, alors que dans beaucoup de cas, c'est rarement vrai en fait. Puis ça tourne une situation vers quelque chose qui a rien à voir, et puis des fois, on va peut-être
partir dans sa tête à se ressasser la situation, refaire le dialogue. Ah mais non, il a dit ça, puis j'aurais dû dire ça, etc. Et ouais, on s'emporte complètement dans des réactions comme ça, quoi. Puis en plus, avec l'écrit, c'est encore plus compliqué de faire passer un ton. C'est la personne qui lit qui applique le ton qu'il a envie. Le défaut, c'est souvent ouais, de plus aller vers un ton négatif ou cinglant. À part sur Twitter, dans beaucoup de cas, c'est pas forcément le cas, quoi. Dans le livre 10, la note 30, je tronque un peu la citation, hein. Lorsque tu es choqué par la faute d'autrui, fais un retour sur toi-même et demande-toi quelle faute comparable tu commets. Tu oublieras vite ta colère. Je trouvais ça pas mal d'empathie un peu et d'introspection pour dire si la personne elle agit comme ça, est-ce que moi aussi j'agirais comme ça? Si je le fais, c'est pour quelle raison? On peut peut-être se rendre compte qu'en fait, non, il n'y avait pas une intention mauvaise de la part de la personne en face, c'est juste qu'on l'interprète mal parce que nous, on ferait pareil. Si on le fait pareil, on le sait qu'on n'a pas une intention négative ou malveillante là-dedans. Donc, on peut peut-être mieux comprendre et aborder ce qui se passe, quoi. Le livre 10, il a tendance à bien synthétiser beaucoup des points précédents qu'il avait touchés peut-être dans plusieurs notes séparées, etc. Encore juste deux questions. La première, c'est est-ce que tu aurais des critiques sur le livre? T'es pas d'accord avec ou que t'as pas apprécié Comme on avait dit avant, il est quand même très dense et qu'il ne faut pas l'approcher comme une introduction au stoïcisme ou quelque chose comme ça. C'est clairement les réflexions de quelqu'un. Il faut que le lecteur se débrouille pour faire le tri soi-même pour en retirer quelque chose, quoi. Et il faut clairement le remettre dans son contexte où Rome, c'était pas un havre de liberté pour tout le monde, etc. Donc il faut pas non plus oublier qu'il y a tout ce contexte hiérarchique de classe, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être intéressantes d'un point de vue historique, mais qui sont pas intéressantes si ce qu'on cherche, c'est une philosophie de vie. Moi, il y a 2 choses auxquelles, je dirais de garder un œil critique. Je sais pas dans quelle mesure on peut faire des fausses interprétations quand on n'est pas, habitué à ce genre de texte. Parce que, par exemple, il parle régulièrement des dieux ou de l'influence du destin ou, de souffle directeur ou voilà. On comprend bien qu'il a pas les connaissances qu'on a aujourd'hui sur, comment, marche l'univers, quoi. Mais en vrai, le sens, c'est vraiment de dire ça. Alors qu'en fait, peut-être pas du tout, parce que justement, on connaît pas trop on connaît pas trop, je veux dire, les gens du commun comme toi et moi, hein, leur rapport réel au Dieu, qu'est-ce qu'il y aura comme signification derrière, ou pour toutes ces histoires de souffle et d'énergie directrice, comment ils le voyaient vraiment. Et si on essaye de, entre guillemets, traduire, peut-être qu'on est complètement faux par rapport aux connaissances qu'on a. Et là, peut-être plus réservé à des gens qui ont l'habitude de ce genre de texte et d'études. Et l'autre truc auquel je ferai un petit peu attention, ce côté stoïque de les émotions, c'est pas bien, il faut les mettre de côté. Sauf qu'en fait, si on les met vraiment de côté, ça peut aussi créer des problèmes. Donc, à prendre avec un petit grain de sel quand même. Le rapport aux émotions, c'est plutôt de dire, faut essayer de les comprendre et pas se faire déborder par elles. Mais si on le lit trop au premier degré, ce serait, on va se détacher de toutes les émotions, puis l'idéal, c'est de plus en avoir, alors que c'est pas ça. C'est aussi souvent ce que certaines personnes s'imaginent de la méditation et du bouddhisme, un côté où au final tu ressens pas les émotions, mais le but c'est pas de pas les ressentir, c'est de pas se laisser emporter. Et c'est pas du tout la même chose. C'est ça. On peut ressentir sans se faire emporter. En tout cas, c'est ce que nous dit le bouddhisme. C'est pas forcément simple. Ça, c'est un autre sujet, effectivement. Est-ce que c'est simple ou pas? C'est pas parce que c'est écrit en une phrase que c'est fait. C'est pour ça que, je sais pas, c'est pas forcément un livre que je conseillerais au final. Il faut quand même fouiller, il faut quand même beaucoup de travail de la part du lecteur, je trouve. Je l'ai trouvé intéressant par les parallèles qu'on a vus tous les deux avec ces autres approches. Ouais. Parce que j'ai des connaissances un peu dans toutes ces autres philosophies, un peu en psychologie, etc. Loin d'être un expert en tout ça, hein, mais on m'aurait donné ça à une époque où j'avais pas toutes ces connaissances, je pense que ça me serait passé un peu au-dessus, quoi. Complètement pareil. C'était intéressant de le lire et je suis content de l'avoir fait pour avoir un autre éclairage sur plusieurs pratiques, que ce soit un peu l'approche zen ou psychologie comportementale, par exemple. Mm. Vraiment très, très intéressant de voir ça en plus, cet angle différent peut-être un peu. Mais du fait de la difficulté d'appréhender le texte, une langue ancienne, la traduction, juste des petites notes, tout ça,
C'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée dans toutes ces pensées. Mmh. Il y a peut-être plus simple et plus abordable. Si vous avez bien aimé cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez en parler autour de vous. C'est le plus Ouais. important pour que on puisse diffuser ce podcast, le faire parvenir aux oreilles des personnes que ça pourrait intéresser. Maïeux, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Sur le site tâche-2-t.fm. De là, il y a absolument tous les liens vers toutes les plateformes où on se trouve. Pour rappel, on est sur YouTube depuis peu. Tout à fait. Si vous nous écoutez sur YouTube, mettez un like et puis abonnez-vous. Et puis, quelle que soit la plateforme, la plupart du temps, c'est possible de mettre des favoris ou quelque chose comme ça. Et puis, ça aide un peu à la découverte. Mais comme Davoro disait avant, le mieux, c'est d'en parler à une autre personne qui serait peut-être intéressée par le sujet. Et puis on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Ouais. Bye bye. Ciao. Les Lettres à Lucilius de Sénèque. C'est un autre livre dont j'avais aussi beaucoup entendu parler. Ça a l'air d'être Sénèque qui lui apprend le stoïcisme. Ok. Donc si des gens écoutent ça en voulant vraiment l'essence du stoïcisme, c'est peut-être un meilleur choix.